Au Venezuela, la campagne présidentielle s'achève moins de quelques semaines après le décès d'Hugo Chavez. Les partisans du président défunt et ceux de l'opposition s'affronteront dimanche dans les urnes. Duel entre le dauphin Nicolás Maduro et le cadre Enrique Capriles. Après le journal de 18h, le magazine de la rédaction revient sur l'une des réformes emblématiques du chavisme, les missions socio-éducatives. Reportage à Caracas de Christine Moncla. Moi, j'ai voté pour Chavez. Ici, tout le monde a voté pour lui. Parce que quand on croyait qu'il allait changer le système, ses missions sociales, c'était censé faire émerger le Venezuela, le faire grandir. Mais en réalité, elles ont fait stagner le peuple. Aujourd'hui, les gens sont devenus assistés. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait, détruire le pays, détruire le Vénézuélien. La révolution bolivarienne survivra-t-elle à Hugo Chavez? À suivre dans la deuxième partie de ce 5-7. Mais tout de suite, l'émission Made in France de France Culture. Cette semaine, Arnaud Montebourg a porté le béret basque, c'était à Paris. Nous avons mangé basque, dormi basque et même roulé basque. Alors moteur. Sur la route, Olivia Gesbert avec François Test et Sophie Bobert. L'acoustie, ça veut dire ramasser tout ce qui arrive, ce qui s'échoue sur la côte. On a trouvé des réfrigérateurs, des téléviseurs, on a trouvé des pneus de camions. Déjà une bouteille comme ça, il lui faut plusieurs siècles, il lui faut 4 à 5 siècles pour se dégrader. Ça c'est une poche plastique. Ces poches plastiques avec le vent, elles retournent à l'océan forcément. Et la problématique c'est qu'on les retrouve dans les ventres des dauphins et des tortues. Bonjour à tous et bienvenue sur la route. Sur la route, cette semaine, nous avons croisé un surfeur qui devient philosophe au contact de l'océan, un pêcheur qui jette des bouteilles à la mer et l'équipe d'une association d'insertion par le travail qui peigne 2,5 km de sable fin à la main. Notre invité écrit l'océan, mais en parle aussi très bien. Hugo Verlhomme est avec nous en direct de France Bleu, Pays Basque. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oui, on ne sait plus à cette heure-ci ce qu'il faut dire. Qu'est-ce que vous dites ici, côté Pays Basque ou côté Landes? Adio. Écrivain voyageur avec entre autres le guide des voyages en cargo paru pour la première fois en 93. 92, oui. 92 même. Réédité depuis. 7 fois. Agrémenté. Et maintenant vous avez ajouté les small ships. Tout à fait. En plus. Oui. On peut naviguer sur énormément de navires aujourd'hui partout dans le monde. Écrivain body surfer aussi, avec notamment Kowabunga, Surf Saga, qui était sorti en 76. Écrivain jeunesse avec L'Homme des Vagues, auteur de littérature fantastique avec Mermer, écrivain conteur avec Coup de folie en mer et plume militante avec L'eau est là ou encore La guerre du pochon. Petit, Hugo Verlhomme, vous passiez vos vacances à Osgore. Aujourd'hui, vous vivez plutôt entre Cap-Breton et Paris. Vous êtes né. Paris, surprenant pour un homme comme vous. Ville plus aquatique qu'elle n'en a l'air, écrivez-vous. Paris, port de mer, comme disait Sandra, parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que le bassin parisien, avant, c'était la mer. Quand on a creusé les endroits pour faire le métro à Saint-Germain, on a trouvé des squelettes d'hippopotames. Et la rue Saint-Jacques, c'était l'ancienne rue des mammouths qui permettait de traverser la Seine, qui était comme l'Amazone à l'époque. Et ce qu'il faut voir, c'est que vous regardez tous les anciens bâtiments de Paris, les gens ne regardent pas, mais c'est fait avec des fossiles, uniquement avec des fossiles. La craie blanche de Paris, tout ça, c'est des fossiles marins.
Donc Paris est bâti avec des fossiles marins. Donc je le sens tout le temps quand je suis là-bas. Et si ça, vous le voyez à Paris, on imagine bien ce que vous voyez quand vous regardez l'océan de chez vous, de votre maison à Cap-Breton. On va commencer par se géolocaliser, si vous le voulez bien, sud-ouest, département des Pyrénées-Atlantiques, à quelques kilomètres au nord de la frontière espagnole. On zoome maintenant sur Bayonne. Et nous, voici dans les locaux de France Bleu, avec presque vue sur la Dour, c'est de l'autre côté, allée Marine. On était à la bonne adresse finalement pour cette émission consacrée au littoral aquitain et à l'océan qui s'y frotte, des Landes au Pays Basque. C'est en voyant une photo qui est parue dans le quotidien Sud-Ouest du 23 février et qui montrait une marée de déchets sur les plages landaises qu'on a eu envie de venir ici et de comprendre ce qui se jouait sur votre littoral, Hugo Verlhomme. Pour cela, il faut venir peut-être plutôt hors saison, vous allez nous le dire, parce qu'en été, les 600 ou les 106 kilomètres du littoral landais sont nettoyés quasi quotidiennement. Elles le sont aussi, ces plages en hiver, mais un tout petit peu moins souvent. C'est d'ailleurs l'une des vertus, on pourrait le dire, de la cosmétique en général, masquer les ravages du temps et puis tous nos excès à nous, les hommes. Hugo Verlhomme. C'est un sujet compliqué parce qu'évidemment, quand on arrive sur une plage et qu'on voit des déchets, a priori, on est écœuré, on est dégoûté, on s'imagine que c'est ça la pollution. Ce qu'il faut voir avec l'océan, c'est que les vraies pollutions sont invisibles. Donc, je dirais que l'intérêt des pollutions plastiques sur l'océan, c'est de nous montrer les endroits où arrivent des choses qu'on ne souhaite pas qu'elles arrivent, comme les plastiques. Mais ce n'est que le petit bout de l'iceberg, c'est-à-dire que derrière ces plastiques qui sont en effet laids et qui peuvent effectivement être absorbés par des cétacés, des tortues, des oiseaux, et qui peuvent faire des dommages mécaniques. Mais au-delà de ça, la pollution qui est beaucoup plus grave et dont on parle pratiquement jamais, c'est toute la pollution aux métaux lourds, aux déchets de l'agriculture, sans parler évidemment des pollutions bactériennes, etc. Et nous qui nous mettons à l'eau une bonne partie de l'année dans les Landes, eh bien, je parle à des médecins, je parle à des surfeurs, à des gens comme moi, et puis moi-même, j'en suis victime. De temps en temps, on est en pleine forme, on va faire une session de body surf ou de surf, et puis le soir même, on a une otite, une conjonctivite ou la courante, quoi. Et donc, c'est pas un hasard, on est tous comme ça, on a tous des problèmes, surtout après les pluies. Donc, c'est vrai que la pollution des plages, quand on la voit, on arrive, on dit « Ah, c'est dégoûtant ». D'abord, ce qui est intéressant, c'est d'examiner ce qu'il y a sur les plages, pas simplement de dire « c'est dégoûtant », parce que les laisses de mer, souvent, sont composées de petits bouts de bois, simplement de petits bouts de bois. Et vous savez quel est l'objet qu'on trouve le plus sur toutes les plages ? C'est le bâtonnet de coton-tige. Alors ça, il y en a des millions et des millions et des millions. Donc la pollution... n'est pas en plastique biodégradable. Et voilà. Et ces pollutions, c'est plus une question sur nous-mêmes que sur ces dégoûtants, les plages, les gens jettent. Les gens ne jettent pas. La pollution, elle vient de la terre. Elle vient pas des gens qui sont sur la plage. Il y a même d'ailleurs certaines voix un peu plus radicales qui s'élèvent pour dire qu'il faudrait laisser tous ces déchets sur les plages, histoire que les gens prennent conscience. Oui. Alors, je pense qu'il y a un juste milieu. Oui, c'est vrai que quand vous venez l'été, vous voyez les belles plages landaises magnifiques, vous dites c'est formidable. Maintenant, je pense qu'il y a un juste milieu, qu'il y a des choses qu'on peut laisser, des choses qu'on ne peut pas laisser. Quand j'étais gamin, donc dans les années 50, les plages landaises, c'était la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire qu'on avait énormément de bois flotté. Et cette histoire de bois flotté est très importante. Parce que le bois flotté, c'est un peu, ça permet de garder les plages en bon état. Et alors, quand on regarde l'océan, quand on est face à la mer, on ne voit pas tout ça, Hugo Verlhomme. Là, on entend l'océan, on entend les vagues, on voit le bleu, on voit les vagues se casser sur le sable. On est à Anglette, à mi-chemin entre Biarritz et Bayonne, sur la côte basque, à la frontière de la plage des Corsaires et de la Chambre d'Amour, dont vous connaissez l'histoire ? Eh bien oui, c'est une histoire de Roméo et Juliette. C'était un gamin pauvre qui aimait une fille riche, et donc ils n'avaient pas le droit de se voir, puisque lui était pauvre, elle était riche. Et donc, comme ils n'avaient pas le droit de se voir, ils se retrouvaient dans un endroit planqué, dans une grotte au niveau de la mer. Et puis, à force de s'embrasser comme des fous, ils n'ont pas vu la marée monter et ils sont partis comme ça. Et cette histoire nous rappelle que l'océan est maître en sa demeure. C'est un des bons spots, en tout cas, cette plage de Jeff Bernard, homme des vagues et éducateur, qui s'est aussi investi dans une activité de surf conseil où il mêle sport de vagues et développement durable, rencontre à la source. Ce qui sépare le Pays Basque des Landes, c'est le fleuve Adour, l'Adour, qui vient du mot source, d'ailleurs, il arrive des Pyrénées. Et donc à droite de l'Adour, c'est les Landes, et à gauche, c'est le Pays Basque. Donc cette plage, c'est vrai que la plage d'Anglette, elle ressemble, si on regarde derrière, il y a des pins. Ça reprend, c'est le début de la forêt des Landes.
Ici, il y a 50 ans, c'était des dunes, des pins avec très peu de maisons. Et là, l'habitat s'est développé. Et du coup, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde. Alors là, c'est un peu votre océan ? C'est le nôtre à tous. Là, sous les yeux, on a des vagues entre 2 et 3 mètres. Donc des grosses vagues, c'est pour ça qu'il y a très peu de surfeurs. Il faut rappeler que les vagues sont très puissantes. On est dans le golfe de Gascogne, donc la houle arrive en fait du sud-Islande. Elle a voyagé pendant 4 jours. Elle arrive à peu près à 40 km/h et elle vient casser sur les bancs de sable. Et en cassant sur les bancs de sable, elle est très puissante. Les mousses sont très très puissantes. C'est pour ça que personne ne se baigne, personne ne surfe. A priori, demain, la houle tombe et il risque d'avoir du monde à l'eau, je pense. Parce que là, pour un surfeur comme vous, Jeff Bernard, c'est dangereux, quoi. Là, disons que c'est des conditions, on peut y aller, mais on va être très prudent, on va bien choisir le lieu, bien choisir la marée, on va pas faire n'importe quoi. C'est ce mouvement de marée qui nous dépose des trésors sur la plage, ce qu'on appelle la laisse de mer. Tous les dépôts, tu vois, ceux qui sont devant là, tous ces dépôts là qu'on voit, on peut se rapprocher. D'ailleurs, il y a un peu de vent quand même, mais ces dépôts là en fait sont déposés par les marées et les vagues. Et c'est ce dépôt en fait qui vient nourrir la plage. Quand on prend du sable dans sa main, en fait, on ne voit rien à l'œil nu, mais par contre, si on prend un microscope, on s'aperçoit qu'il y a des milliers de micro-organismes, et en fait, c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc, sur ces bords de plage, cette laisse de mer qui dépose en fait des bouts de bois, des coquillages, un oiseau mort, des plumes, ça peut être un crabe, un petit poisson. Tous ces végétaux et animaux qui sont déposés en fait sur la plage, quand ils vont se dégrader, ils vont nourrir en fait la base de la chaîne alimentaire, ces micro-organismes. Une phrase qu'on dit souvent en biologie marine, 90% de la vie marine provient des zones côtières. Donc on est vraiment sur une nourricière en fait, de biodiversité. D'où l'importance de la plage. Et comme cette plage est piétinée massivement l'été, les crèmes solaires, les gens qui sont là, forcément les cigarettes, tous les objets, les canettes qu'on a laissées, forcément il y a un impact et c'est à partir de là que ma prise de conscience a lancé le programme d'éducation que je fais maintenant à travers le surf. Il y a un chiffre qui est un peu effrayant, c'est que chaque seconde, 200 kg de plastique s'écoule en fait dans les océans par le cycle de l'eau. Au niveau mondial, ça fait 600 millions de tonnes de macro-déchets. Ces macro-déchets, c'est les canettes en aluminium, les plastiques, tout ce qu'on va voir. En fait, les macro-déchets, c'est tout ce qu'on voit, là, on en a sous les yeux. C'est la pollution visible, en fait. C'est ce qui fait de l'océan une vaste poubelle. C'est ce qui fait l'océan une vaste poubelle. Descends sur le sable. Allez, on est mieux sur le sable. Et les surfeurs, ils sont plutôt écolos ou pas du tout ? C'est vrai qu'il y a un phénomène de consommation des vagues, c'est-à-dire que des fois on a l'impression qu'on rentre dans l'océan comme on va chercher des vagues comme si on rentrait au supermarché. Le surf s'est développé, le surf s'est énormément développé et il y a, en France il y a à peu près 400 000 personnes qui surfent chaque année. Donc en fait Monsieur Tout-le-Monde surfe. Et dans ces Monsieur Tout-le-Monde, les bêtises qu'on voit sur Terre se retranscrivent en fait dans la mer. Donc les comportements des fois qui sont complètement pas cohérents, on va les retrouver dans l'eau. Donc des conflits, des gens qui sont pas très corrects, avec peu de civilité. Et c'est un peu comme partout, je pense. Bon, mais tout ça, Jeff Bernard, c'était un test. En fait, il y a une bouteille en plastique juste à côté de nous et vous avez absolument pas couru pour aller la chercher. Hein, et il a ramassé. Ouais. Il n'y a pas qu'à droite, il y en a plusieurs aussi. Il y en a un peu partout. Mais on va la ramasser, celle-là. Ça, c'est un autre bout de plastique. Alors celui-là, il a voyagé. Alors déjà, une bouteille comme ça, il lui faut plusieurs siècles. Il lui faut 4 à 5 siècles pour se dégrader. Ça, c'est une poche plastique. Ces poches plastiques, avec le vent, elles retournent à l'océan forcément. Et la problématique, c'est qu'on les retrouve dans les ventres des dauphins et des tortues. Et les dauphins en fait, et les tortues confondent ça avec les poches plastiques avec des méduses. Comme ils raffolent de méduses, ils les confondent, ils les mangent et ils s'étouffent. Et alors vous êtes né ici ? Moi je suis né un peu au-dessus sur la côte aquitaine en fait. J'ai eu la chance de grandir entre le lac et l'océan. Et la plage, ça a été vraiment le terrain de jeu ouvert à tous, gratuit et sans limite. Né dans les années 70, vous voyez le changement aujourd'hui ? Elles ont changé, ces plages ? Mais les zones en fait, touristiques se sont développées, je dirais, je pense surtout au niveau de l'urbanisation. Il y a eu beaucoup d'évolutions.
Il y a une évolution aussi au nombre de personnes à la plage. Il y a beaucoup plus de personnes qu'avant sur les plages. Ça fait beaucoup de brassage, beaucoup d'impact. Mais alors aujourd'hui, vous donnez des cours, vous faites des formations, et notamment auprès des plus jeunes, pour leur expliquer un peu dans quel environnement ils évoluent. Vous leur dites quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur échelle? Pas grand-chose. Quand on a 6-7 ans, on n'est pas le premier responsable de la pollution de l'océan. Non, il faut déjà... J'essaie de ne pas être moralisateur, j'essaie de ne pas culpabiliser. Mais c'est intéressant le mot culpabiliser, je dirais plutôt responsabiliser que culpabiliser. Et je reprends un peu la phrase de Saint-Exupéry qui disait l'émerveillement, c'est le premier pas vers la connaissance. Alors au lieu de les alourdir de connaissances et d'être trop théoriques, j'essaie de les émerveiller par le surf. C'est vraiment un super outil d'émerveillement, de plaisir et de fun. Et du coup, au travers cette activité de glisse et qui attire tous les jeunes et les moins jeunes et les parents aussi, on a tout le monde qui surfe, de 7 ans à 77 ans. Et du coup, pouvoir porter un regard sur le milieu naturel, être pas uniquement sur un regard technique du surf, mais qu'est-ce que c'est que l'océan, tiens, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe ici, comment fonctionne une plage, tiens, comment fonctionnent les vagues, d'où viennent les vagues, comment on peut anticiper la météo. Toutes ces choses-là, en fait, qui vont s'inscrire dans un stage de surf, mais qui vont apporter un regard un peu au-delà de la technique. C'est redonner du sens, en fait, à cette activité, qui est un legs polynésien qui date de plusieurs milliers d'années. Et la base de la culture surf, c'est déjà comprendre où est-ce qu'on est et respecter où on est, respecter l'océan, respecter la plage. Et ça, il y a du boulot pour faire comprendre ça encore? Il y a du taf, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais on perd pas courage parce que ça marche. Ça marche, et même si ça marche sur 20% de la population, ces 20%, c'est que du bonus, quoi. Défendre, valoriser, protéger le littoral, c'est aussi l'objectif affiché d'un certain nombre d'associations comme la Surfrider Foundation sur la côte basque, dont les actions de nettoyage des plages, toujours assez médiatisées, visent aussi à sensibiliser le plus grand nombre. Hugo Verlhomme, vous qui êtes écrivain, surfeur et aussi, surtout, militant écolo dans l'âme. Et pratiquement. Militant, j'aime pas parce que c'est limitant, mais j'aime la nature et la défendre. Oui, mais vous aimez en parler aussi. Oui, c'est le mot militant. Juste. Et la comprendre. Absolument, ça va ensemble. À ce propos, est-ce qu'ils sont tous comme Jeff Bernard, les surfeurs, des sentinelles de l'océan? Malheureusement, non, ça serait merveilleux. Non, ça ne fait pas partie des valeurs du surf? C'est ce qu'on croit. C'est les valeurs que véhiculait le surf des années 60-70. On est rebelle, on vit près de la nature, on laisse que des traces de pas dans le sable, on dort sur la plage, on a une guitare, on pollue pas, etc. Ce qui était vrai. Aujourd'hui, le surf est une méga industrie. C'est ce qui permet à la région d'être une des plus riches de France. Et puis c'est une image aussi, voilà. Et puis Internet, qui est le nouveau média, c'est entièrement un langage surf. On surfe sur Internet, tous les internautes, etc. Donc le surf est au centre d'une culture, est au centre d'une nouvelle vision des choses. Mais voilà, les gens aiment la mer de plus en plus, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont de plus en plus écolos. Alors tout le monde a conscience que la mer est en mauvais état, qu'il faudrait la défendre. Mais c'est vrai que les gens ne savent pas par quel bout prendre les choses. Et c'est vrai qu'après on leur dit les plages sont sales, ils disent c'est dégoûtant. Mais les gens ne se posent pas des questions. En fait, toutes les histoires d'écologie, c'est toujours la même chose. L'écologie, ce n'est pas un matériau, c'est un geste. C'est-à-dire, on ne peut pas supprimer le plastique, parce que si on supprimait le plastique, on aurait plus de pollution. C'est-à-dire qu'on serait obligé de taper dans les ressources naturelles, au lieu de prendre du plastique qui consomme très, très, très peu de pétrole. Donc, il y a une espèce de mélange des choses. Et en fait, si on consommait moins, moi, c'est ce que j'essaye de faire à ma petite échelle. Je suis un faible consommateur. J'ai une espèce de pauvreté, de simplicité volontaire, disons.
Je me contente d'assez peu de choses et je suis très heureux comme ça. C'est pas du tout du sacrifice ni rien. Mais je pense que le problème, c'est de consommer moins et on aurait moins de saloperies sur les plages. Toutes ces saloperies, entre guillemets, elles viennent de notre table, de notre poubelle, même si c'est pas à nous, ici à Bayonne, peu importe que ça soit en Espagne, au Portugal, ou tout ça, c'est nous, c'est notre civilisation, c'est nos objets. Mais tous, les gens crient sur le plastique, les surfeurs disent « Ouais, le plastique, c'est scandaleux ». Les planches de surf sont en plastique, les combinaisons de surf qui permettent de surfer toute l'année sont en plastique, les ordinateurs qui permettent de gueuler contre le plastique sont en plastique, etc. Tout est en plastique. Et tout ce qu'on aime est en plastique, les vélos, les voitures, et tout, voilà, tout ça, c'est en plastique. Donc, il ne faut pas dire le plastique, il faut dire comment est-ce qu'on vit, est-ce qu'on peut faire des gestes différents, nous, à notre petit niveau, agir localement, penser globalement. Voilà, ça, c'est des choses, à mon avis, plus importantes. Faire aussi de la protection de l'environnement et de la mer une des préoccupations premières, notamment pour ceux qui nagent, évoluent, baignent dans ce milieu-là. Bah oui, et c'est vrai qu'on a tellement d'effluents qui coulent dans la... Moi, là où j'habite à Cap-Breton, on a 2 rivières qui coulent dans l'océan et qui sont absolument dégueulasses, passez-moi le mot, qui sont marrons. Et c'est souvent quand il pleut, voilà, qu'on est tous malades parce que ça vient des champs, il y a des pesticides, et il y a encore des stations d'épuration qui manquent, etc. Donc la pollution, la pollution de la mer, elle commence sur Terre. C'est quand même 80% de la pollution marine vient de la Terre. Donc il faut pas, et c'est pas les gens qui vont sur les plages, c'est pas ça le problème. Vous dites aussi, les gens savent pas par quelle boule prendre. Alors si on commençait par là, l'océan Atlantique, celui qui vient se jeter sur le sable. De Biarritz, d'Osgore ou de Cap-Breton, qu'est-ce qu'il faudrait en connaître? Écoutez, le problème principal du golfe de Gascogne, c'est le problème principal de l'océan aujourd'hui. Il tient en un seul mot, et la pollution à côté, c'est rien, c'est la surpêche. La surpêche, la surpêche, la surpêche. On est en train de désertifier les océans, même les océans profonds. Et il n'y a pas plus tard que 2 jours, vous savez, vous avez des sites qui vous permettent de localiser tous les bateaux du monde avec leur système d'identification AIS ou Localisatodo. Et donc, j'ai été voir le site du golfe de Gascogne il y a 2 nuits. Il y avait plus de 60 bateaux de Seine tournante venus d'Espagne qui ratissaient les eaux juste devant Osgore-Cap-Breton, probablement en quête d'anchois ou de sardines. Et quand on pêche l'anchois et la sardine, qu'est-ce qu'on prend? On prend des marsouins, on prend des dauphins en même temps. Après, on prend des oiseaux, on prend toutes sortes de poissons. Donc, il y a une surpêche énorme qui est en train de désertifier tout ce golfe de Gascogne, qui a une biodiversité extraordinaire. Il y a des baleines, il y a des orques, il y a le gouffre de Cap-Breton, qui est un des canyons sous-marins les plus remarquables du monde, dans lequel il y a vraiment une faune endémique et tout ça. Donc tout ça est complètement saccagé par la pêche. La pollution à côté, c'est beaucoup moins grave. Il n'y a plus de poissons. Moi, j'ai connu ces plages il y a longtemps. On voyait un nombre d'espèces absolument extraordinaires. C'est aussi la pollution qui contribue à la non-reconstitution des stocks d'espèces qui se sont arrêtées. Mais c'est plus facile d'arrêter la surpêche que la pollution. La pêche... Et aucun effort n'est fait en ce sens. Il y a quand même une prise de conscience. Pour la pêche, oui, mais alors après, les politiques s'en mêlent et puis ils ont peur d'avoir les pêcheurs contre eux. Et voilà, et du coup, ça se complique. Mais vraiment, c'est ça le problème principal. Après, on a aussi l'immobilier, effectivement, puisque toutes les zones de plage sont des zones de reproduction, vivrières, etc. Et la plage elle-même, en tant qu'entité, le sable, les strands, la zone benthique, c'est, comme le disait très justement Jeff Bernard, sont des zones de reproduction. C'est là que tout se passe. Et pour nettoyer ces plages, en fait, on les stérilise, on les tue. On parlait de prise de conscience. Vous, la vôtre, elle est venue d'où ? C'est l'océan qui m'a fait ça. C'est vraiment l'océan, c'est-à-dire j'ai été jeté pendant vos voyages en France. À quel âge vous vous souvenez un peu? J'ai toujours été dans l'océan. J'ai toujours une passion dévorante pour l'océan et pour l'écriture. Et puis, c'est vrai que j'écrivais pour le journal Le Sauvage dans les années 70 avec un ARV, le journal du Nouvel Obs. Ça, on était déjà branché sur l'écologie. À l'époque, on se faisait un peu traiter de tous les noms. Retourne dans le Larzac, garder tes chèvres, etc. Moi, je suis pas du tout ni militant, ni Larzac, ni chèvre. Je suis un citoyen comme tout le monde et je me suis toujours soucié du vivant et j'ai plus le goût du vivant et de la nature que de l'écologie, parce que dès qu'on dit écologie, le mot devrait même pas exister. Le mot écologie devrait pas exister. De l'écologie, il devrait y en avoir dans tout, dans l'armée, dans l'éducation, dans la ville, dans la cité. Et ça devrait être présent partout. Et le jour où on n'aura plus besoin de ce mot, c'est que ça ira mieux. Et c'est un mot qui a été inventé par la civilisation d'ailleurs? Très certainement, c'était un mot scientifique au départ. Moi, j'avais un prof de sciences nat qui nous apprenait l'écologie déjà dans les années 70. Et puis après, voilà, ça a été utilisé à diverses fins. Donc, prise de conscience face à l'océan. Une prise de conscience pour moi, ça a été la pollution de l'Amoco Cadiz, une des premières marées noires après le Torrey Canyon en France. J'habitais sur un tout petit îlot breton de 22 habitants dans la baie de Morlaix qui s'appelle Calotte. Je les salue au passage s'ils m'écoutent.
Et le 21 mars, c'est-à-dire le jour du printemps 76, je crois bien que c'était, on s'est pris une partie des 220 000 tonnes du pétrole de l'Amoco Cadiz sur l'île. Donc ça s'est monté jusque notre chat est arrivé couvert de pétrole, on vomissait toute la journée. Et là, on se dit, bon, là, il y a vraiment des choses qui se passent, mais les choses graves comme ça, à la limite, c'est plus facile. Mais encore une fois, la vraie pollution, elle est pernicieuse, elle est invisible, elle est toute petite, on la voit pas, le diable est dans les détails. Prise de conscience aussi chez certains pêcheurs. Vous allez l'entendre avec Pierre Marmajou, qui est donc pêcheur et participe en ce moment à un programme européen de préservation de l'anguille en Aquitaine. Sa maison donne sur la plage du Vieux-Boucau, dans les Landes. Autant dire qu'il la voit, cette plage, se métamorphoser au rythme des saisons et des marées, comme vous peut-être depuis un certain nombre d'années. Des années qu'il aime d'ailleurs s'y balader et puis aussi ramasser tout ce qui s'y passe, tout ce que la mer a brassé et rapporté sur les plages. Je m'appelle Pierre Marmajou. J'habite à Vieux-Boucau. Et à cette époque, vous faites encore des feux de cheminée? Oui, mais parce qu'en fait, on avait une grosse entrecôte à manger à midi. Ah, c'est pour ça. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympathique de manger une entrecôte à la cheminée, en plus qu'il ne fait pas un temps superbe. Il y a une petite tempête aujourd'hui, donc effectivement, feu de cheminée avec l'entrecôte au bord de l'océan, c'est bien, ça le fait. Alors ça, c'est votre chez vous? Voilà, donc là on peut, vous voyez le décor c'est très hétéroclite, hein. Il y a même un moteur qui trône au milieu de la pièce. Moteur de bateau? Tout à fait, un très vieux moteur de bateau de marque Goyot, marque française qui a 60 ans. Et après vous pouvez voir pas mal d'objets, des morceaux de bois, des bouchons, des lièges, des bouées en verre. Surtout l'hiver, je pratique la coustille, donc le fait de ramasser les choses au bord de l'eau. Ça a pour premier objectif de ramasser les oiseaux, parce que il y a beaucoup d'oiseaux qui arrivent avec des tempêtes et qui sont fatigués. Donc le fait de les ramasser, si on les laisse sur la plage, ils sont morts. Donc j'essaye de les trouver, d'abord de les ramasser, ensuite on les envoie sur un centre. Je les envoie sur un centre qui s'appelle Alcatorda, qui a été créé après la tempête de l'Erika il y a plus de 10 ans. Et ce centre a pour but de sauver toutes les espèces comme ça qui arrivent, qui sont meurtries, abîmées, et on les retape et on les relâche après. La coustille, c'est un mot qui vient d'où? La coustille, ça vient de côte, c'est un mot marancien, ça. Et la coustille, ça veut dire ramasser tout ce qui arrive, ce qui s'échoue sur la côte. Auparavant, les gens faisaient ça pour ramasser des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de choses qui venaient de l'étranger. Et il arrivait par la mer des choses un peu qui pouvaient être inhabituelles, comme des morceaux de bois qui étaient exotiques, du bois rouge, du bois dur. On en faisait des meubles. Il y a eu une fameuse histoire du Porto à Mimizan, un bateau entier de transport de barriques de Porto qui s'était échoué et des barriques pleines de Porto arrivaient sur le bord de la plage et les gens allaient ramasser ça en essayant de se cacher des douaniers, parce qu'à l'époque il y avait les douaniers qui surveillaient la côte, justement parce que tout ce qui arrivait sur la côte c'était réservé à l'État français, quoi. Et nous, bien évidemment, les gens de la côte, on essayait de cacher ça aux douaniers. On n'avait pas à leur donner quoi que ce soit, puisque c'était la nature qui nous donnait ça, quoi. Et la nature est plus toujours aussi généreuse sur le type d'objets ou de produits qu'elle vous rapporte aujourd'hui, non? Ouais, malheureusement, vous avez raison. Oui, non, elle est beaucoup moins généreuse sur la qualité des produits, sur la quantité, non, parce qu'il y a effectivement beaucoup de déchets qui arrivent sur nos côtes. Alors les déchets, c'est effectivement beaucoup de plastique, quoi. Malheureusement, c'est ça flotte, et puis ça arrive au bord de l'eau un jour ou l'autre. Beaucoup de choses qui ont trait au milieu de la mer aussi, des filets de pêche, des morceaux de boutes, de cordage, de ficelles utilisés en pêche professionnelle, quoi. Bon,
Une chose qui est très particulière, c'est les nids à bactéries. Ça ressemble à des petits nids d'abeilles en plastique et c'est utilisé pour les stations d'épuration. Et ce qui est le paradoxe, c'est que c'est quelque chose qui a été inventé, breveté pour lutter contre la pollution, puisqu'on s'en sert énormément dans les stations d'épuration, et qu'on retrouve après dans la mer. Donc ça, c'est vraiment un des paradoxes de notre temps. Et ça, c'est très bizarre. À quoi je vous en ai ramassé quelques morceaux. Ça ressemble à c'est ce qu'on appelle un nid d'abeilles. Des immeubles à bactéries, quoi. C'est un brevet, je crois que ça vient du nord de l'Europe. Par contre, moi, ce que je ramasse, ce sont les choses qui me plaisent, qui ont un intérêt historique ou dont je peux me servir, quoi. Et après, il y a des choses un petit peu insolites. Genre en bouteille à la mer. J'ai eu la chance d'en trouver plusieurs. Elles sont là ? Ouais. Ah, mais il y en a une qui est là sur le meuble en bois, non ? Ouais, ben voilà, tout à fait. Ouais. Celle-là, elle a été trouvée cet hiver. Ça, c'est une bouteille à la mer jetée. Alors celle-là, elle est superbe parce qu'elle est vraiment l'archétype de la bouteille qu'il faut faire. C'est-à-dire une bouteille en verre avec un message à l'intérieur et un petit ruban rouge qui enserre le message et qui est en rouleau. Et avec un dollar, là c'est un billet $1, qui est visible. Et donc tout ça enserré par un petit ruban rouge. Et quand on se promène sur la plage et qu'on voit cette bouteille, parce qu'il y en a des fois des centaines, on voit la bouteille et effectivement on voit un billet $1, bon, ça attire l'œil. Il n'y a pas à dire, on est tous pareils, ça attire l'œil. Et puis bon, là on voit vraiment qu'il y a un message, donc voilà, ça je ramasse. Ça sont des allemandes. Ah, oui, mais vous avez regardé ce qu'il y avait sur le message quand même. Ah oui, quand même, oui. Mais des fois je mets un certain temps à regarder. J'essaye d'imaginer d'où ça peut venir. Alors avec l'histoire du dollar, j'essaye de regarder la bouteille. Et c'était un message d'une Allemande qui l'a envoyé. Alors il est très vieux celui-là, 2005. Enfin, il se peut très bien que ce message il ait navigué quelque temps, après qu'il soit resté posé quelque part et qu'il soit reparti à un moment donné avec une autre marée ou quelque chose comme ça. Parce que la bouteille n'était pas du tout abîmée, il n'y avait pas de coquillage qui était fixé dessus. On voit souvent qu'un objet est resté très longtemps en mer parce qu'il y a des coquillages qui se fixent. C'est fou comment le papier tient toutes ces années. Hein. Si la bouteille est bien fermée. Voilà, celui-là était bien. Oh là là, il déchire quand même, mais bon, c'est pas grave. Quoi, hein. Et c'est en anglais, hein ? Ouais. This bottle was thrown into the North Atlantic Ocean. Donc cette bouteille a été lancée, jetée dans l'océan Atlantique Nord. Ensuite, elle décrit exactement la position où la bouteille a été lancée. Ouais. La date, donc le 26 septembre 2005. Et il est dit, si vous trouvez cette bouteille, s'il vous plaît, envoyez un message à Karine, son adresse, en Allemagne, effectivement, à Hagen. Vous lui avez envoyé un message ? Oui, j'ai envoyé un message par l'intermédiaire d'un ami allemand. Et ça, donc, je l'ai trouvé cet hiver et on n'a pas eu de réponse. Alors, soit la personne elle a changé d'adresse, ce qui se peut, ça fait quand même 8 ans, quoi. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Voilà. Donc, c'est le seul contact que j'ai. Alors, voilà, j'attends un petit peu, puis après, je ne sais pas, peut-être que je ferai la même chose que j'ai fait pour les filles du Canada. C'est-à-dire, je contacterai la mairie ou l'office de tourisme pour essayer de retrouver les gens. En 93, j'avais fait une traversée en bateau de Guadeloupe à Toulon, en Méditerranée. Et en plein milieu de l'Atlantique, à Cours de Rome, on avait vidé toutes les bouteilles qu'il y avait. Donc moi j'ai envoyé 3 messages à la mer, à un jour d'intervalle, en plein milieu de l'Atlantique. Bon, on verra bien. Et puis les gens qui étaient avec moi, on était 4 sur le bateau, ils me disaient c'est de la rigolade, ça arrivera jamais, tu perds ton temps. Et plusieurs mois après, 9 mois après, je reçois une lettre des Açores. Et une jeune fille avait trouvé mon message. Donc 9 mois après, la bouteille était arrivée sur les Açores, une île rocheuse, avec de grosses vagues. Et déjà, le fait qu'elle ait pu se poser sur une plage de galets sans être cassée, c'est déjà un petit miracle.
Et après, le fait que quelqu'un l'ait trouvé, fasse la démarche de la traduire du français au portugais, et puis de m'envoyer moi une réponse et de me renvoyer mon message, ça m'avait vraiment touché. J'étais très content d'avoir cette réponse, de savoir que ma bouteille était arrivée quelque part. Et donc voilà, quand j'ai trouvé mon premier message, je me disais, je vais essayer de retrouver les gens, et ça a marché. L'histoire ne dit pas si vous avez ensuite rencontré la jeune fille aux Açores, si vous l'avez épousée et si vous avez eu beaucoup d'enfants. Si je suis resté aux Açores, si j'ai eu beaucoup d'enfants, non. Elle était beaucoup plus jeune que moi, mais je lui avais fait un très beau cadeau, vous en faites pas. Ouais, je lui ai offert un très joli foulard de Dior. Vous voyez, sympa. Ça, c'est des bouchons de pêche. C'est les bouchons que vous trouvez sur la plage. Ouais, ce sont des bouchons de pêche. Ça c'est la fameuse maison de... une des carapaces de tortue. Voilà, j'ai trouvé plusieurs tortues. Oh là là, elle est où la tortue? La tortue. La tortue. Ah oui, c'est très bien en ragoût. Hein. Arrêtez. Non, je blague. Non. Et non, surtout pas. Mais j'ai trouvé, quand il y a eu la grosse tempête en 2009, 3 tortues des Caraïbes qui se sont échouées ici sur nos côtes. Enfin, moi, j'en ai trouvé 3, il y en a eu d'autres. Sur les 3, il y en avait une de vivante, les autres étaient mortes. Ça, c'est les restes, donc la carapace d'une qui était morte. Donc, celle qui était vivante, elle est partie, je l'ai envoyée à l'aquarium de La Rochelle, et elle a été soignée. 6 mois après, elle avait doublé de poids. En fait, elle était passée en gros de 1,5 kg à 3 kg. Donc, elle était en pleine forme. On lui a mis un petit émetteur. Et puis, pendant 1 an et demi, j'ai pu la suivre sur Internet. Enfin, tout le monde pouvait la suivre sur Internet. Il avait appelé Belize. Et elle est partie face directe. Elle s'est pris l'océan Atlantique. Elle est repartie vers les Caraïbes, quoi. Les derniers moments où on a pu la suivre, elle était en plein milieu de l'Atlantique, tranquille, à l'abri des pêcheurs. Et a priori, loin de tout danger, quoi. Donc voilà, le fait de sauver ne serait-ce qu'une tortue comme ça, c'est quand même très gratifiant, quoi. Jusqu'à 17h55, France Culture est sur la route avec l'écrivain Hugo Verlhomme. Vous avez d'ailleurs préfacé, Hugo Verlhomme, le livre d'un beachcomber aquitain, son carnet de plage. Qu'est-ce que c'est les beachcombers ? À l'origine, les beachcombers, c'est ceux qui ramassent des choses sur la plage. Au départ, c'était des morceaux de bois utiles, des choses, des petits trésors, comme ceux dont parlait le monsieur. Et puis aujourd'hui, avec la technologie et l'électronique, c'est devenu ces gens qui ont des poils à frire et qui recherchent tout ce qui est métallique. Et c'est joli ce que vous en écrivez sur cette préface. Océan, les uns le contemplent ou se jettent dans ses flots, d'autres jouent les Robinson, mais il en est aussi qui parcourent l'estran sans relâche pour y dénicher des souvenirs ensevelis. Ils défrichent et déchiffrent, parcourant dunes et plages avec leur étrange tête chercheuse qu'ils manipulent tantôt comme une faux de jardinier, tantôt comme un bâton de sorcier. Ils voient l'invisible et sondent le sable, de l'oubli en quête de trouvailles, de bijoux, d'un éclat aurifère. Tous ces objets séculaires ou récents, précieux ou pacotilles, renferment une histoire, un naufrage, un amour, un message, une fortune de mer. Voilà, nous, notre camarade Pierre Marmajou, qu'on écoutait à l'instant, a trouvé des bouteilles jetées à la mer. Ça vous arrive, vous, de parcourir les plages alors J'adore ça, avec ces peignes? Non, je n'ai pas de machine, mais c'est vrai manuellement. Que quand on était gamin, c'était ce qu'on préférait, puisque les plages n'étaient pas nettoyées, et on trouvait vraiment des choses extraordinaires à l'époque. Les collectionneurs aussi? Oui, mais dans la poche des cailloux, des bouts de bois, pas collectionneurs au sens réel du terme. Et la chose la plus incroyable, alors que vous ayez trouvé, vous qui aimez bien raconter des histoires fantastiques. C'était des cargos échoués ou des baleines échouées. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les hélicoptères, tout ça. Donc on arrivait parfois
voilà, on trouvait une baleine qui était échouée depuis la nuit dernière ou un cargo qui s'était échoué 2 jours avant. Et ça fait un drôle d'effet sur la plage. Là, on se croirait à Valparaiso ou en terre de feu quelque part. Et justement, Pierre Marmajou, notre pêcheur, qui nous disait aussi qu'il lui arrivait encore très récemment de trouver des dauphins échoués sur les plages landaises. Il habite pas très loin de chez vous d'ailleurs. Oui, tout à fait. Comment ils sont arrivés là? Ils sont arrivés de façon malheureusement très très simple, c'est-à-dire qu'on les trouve récemment. J'ai mis une photo sur Facebook d'un des dauphins trouvés sur la plage et la tête était coupée très nette. Et bien entendu, ils se prennent dans les filets des pêcheurs et les pêcheurs, pour s'en débarrasser, les tronçonnent, les coupent les nageoires, coupent la queue, coupent la tête. Et après, on ramasse les corps. Je veux dire, il y en a qui arrivent aussi vivants, blessés, qui sont non, ils arrivent morts. Quand ils sont morts, quand ils sont blessés et tout, ils viennent pas sur le. Ah oui, ça on en trouve, mais c'est assez rare. Non, généralement quand on les trouve, ils sont morts et puis c'est souvent l'hécatombe. D'ailleurs, après une année passée aux Antilles à parler aux baleines et aux dauphins, vous avez créé une association de défense des mammifères marins. Contre quel danger et contre quel ennemi vous avez cité la pêche, la surpêche? On parle aussi souvent du plastique, de toutes ces boulettes, ces sacs en plastique que les mammifères marins peuvent ingurgiter, que certains s'étoufferaient avec. Oui, tout à fait. C'est malheureusement vrai, bien sûr. Les plastiques causent des problèmes mécaniques à tous ces animaux. Mais encore une fois, les premières causes de mortalité des animaux ne sont pas d'ingérer des plastiques ou de s'en mettre autour du cou, ce qui est déplorable. Alors évidemment, c'est très visuel. Donc évidemment, quand on a une photo de l'intérieur d'une baleine ou d'un dauphin avec des sacs plastiques ou un oiseau qui s'est coincé la tête dans des trucs de canettes, tout ça, c'est absolument horrible et les gens crient. Mais par contre, on ne voit pas, on ne voit pas tous ces poisons qui tuent, sans parler de la contamination radioactive maintenant dans le Pacifique Nord après Fukushima. Et tout ça, on ne le voit pas. Si la radioactivité était visible, si elle avait une couleur, plus personne ne voudrait de centrale nucléaire. Mais ce que les gens ne voient pas, ils savent que c'est là, mais ils y croient pas trop. Et c'est le problème de la pollution. Il y a aussi sur les plages, on trouve des mammifères marins morts, on l'évoquait, mais aussi des oiseaux et plus surprenant des chevaux ou encore des chèvres sur vos plages landaises échouées là. Comment ils sont arrivés alors là? Ce sont les crues, c'est quand il y a des tempêtes, des crues et que les fleuves débordent. L'année dernière, je suis arrivé après une tempête et des crues et sur le même bout de plage, j'ai pu photographier chien, chèvre, chevreuil, pas cheval, et puis des dauphins. J'ai trouvé une dizaine de cadavres de mammifères. Ça, c'est une faune particulière qui devrait a priori ne pas se trouver sur les plages. Non, c'est ça. Et tout ça, ce sont les témoins de tout ce qu'on ne voit pas, encore une fois. C'est ça la question. Vous avez encore envie d'aller vous baigner, vous, quand vous nous Oui, constatez tout ça ? j'ai la foi et je me baigne pas n'importe où, n'importe quand, mais c'est très important de se remettre en contact avec l'océan, de le goûter, d'en avoir plein les yeux, parce que l'océan est vivant entièrement. C'est une entité vivante, ça j'en ai la conviction, mais vivante au sens peut-être spirituel et conscience. Et donc quand je vais dans l'océan, il se passe des tas et des tas de choses, enfin comme moi et tout le monde, des tas de choses avec le corps et l'esprit. Et vous qui êtes quand même un citoyen alors du littoral et un homme de la mer, est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics aujourd'hui s'activent suffisamment pour essayer de parer? Non, mais je pense que lentement, il y a une conscience qui émerge. Et par exemple, j'ai discuté avec un responsable du nettoyage des plages du Conseil général qui avait écouté une de mes conférences sur les plages où j'accusais très fortement les trieuses, ces énormes machines cribleuses, trieuses, qui ratissent les plages pour les nettoyer. Le problème, c'est qu'elles ont des tamis qui sont tellement minces qu'ils ne laissent passer que les grains de sable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plage, c'est un nid, un endroit où il y a énormément d'animaux, que ce soit des insectes, des crustacés, des mollusques. Il y a toutes sortes de petits œufs. Et c'est vrai, quand on était gamin, il y avait des crevettes dans les baignes, il y avait des crabes, il y avait des scolopendres partout, il y avait des hannetons, des zoyas. Et tout ça, ça pousse. Eh bien, ça pousse dans les bois flottés. C'est-à-dire que quand on laisse les bois flotter, les troncs d'arbres, en Australie, c'est interdit de retirer les troncs d'arbres de la plage. Eh bien, l'une des raisons, c'est que le tronc d'arbre, non seulement il empêche un peu la mer de monter, puisqu'il est parallèle à la côte, il empêche aussi le sable de descendre. Et en plus, c'est très joli. Et il sert de nichoir à toutes ces plantes, ces graines, ces insectes qui rendent la plage vivante. Et donc, si on arrêtait un petit peu avec les trieuses, je pense qu'on aurait déjà des plages plus vivantes. Et ce monsieur est venu me voir à la fin de la conférence. Il m'a dit, vous savez, nous sommes d'accord avec vous. Vous avez raison. C'est vrai qu'on a acheté des machines très chères. Maintenant, il faut les rembourser. Mais je sais qu'il y a certaines zones des plages landaises qui sont laissées en friche. Exactement. Et même depuis quelques mois, bientôt une année, le Conseil général fait de plus en plus appel à des entreprises de réinsertion par le travail pour une collecte manuelle des déchets sur des sites dits sensibles. Les SAT du
Marensin en fait partie, association qui accueille une cinquantaine d'hommes reconnus travailleurs handicapés. À l'Espéron, dans les Landes, nous avons retrouvé Dominique Dourte et une partie de l'équipe des ramasseurs, dont Jean-Sébastien, David et Dominique. Je peux peut-être une vidéo dans la plage, je sais pas, non? Je sais pas. Non, c'est pas la plage, c'est une journée détente, c'est pas pareil. Vous voyez, là, il joue aux cartes, il joue au poker. Alors, pour la plage, voilà, un petit peu ici, j'ai quelques images à partir d'ici, peut-être. Ouais. Vous voyez, l'équipe, comme des chercheurs on va dire, en montagne, là, ce qui pique, là, on descend une vague, donc, sur toute la largeur du littoral, du pied de dune jusqu'à la marée, puisque aujourd'hui on ne peut intervenir sur cette plage que en fonction de la marée. Alors il faut y aller lorsque la marée est descendante. De toute façon, c'est la marée montante qui ramène des déchets. Tout à fait. Mais nous, on ne peut accéder à la zone à nettoyer que lorsque la marée est descendante. Autrement, on a les pieds dans l'eau, quoi. Donc ça, c'est clair. Voilà. Dominique Dourte, ces photos d'ouvriers qui sont en train de ramasser des déchets sur les plages. C'est quelle plage déjà? C'est la plage de Mimizan. On a une partie de plage à nettoyer qui est classée Natura 2000. Cette classification provient surtout du fait qu'on ne peut pas accéder à cet endroit sur le plan mécanique avec des outils pour en nettoyer. Donc vraiment, ce nettoyage manuel sert derrière le conseil général de manière à ce qu'il y ait des études qui soient effectuées sur la faune et sur la flore. Et beaucoup d'écologistes et d'associations qui appellent de leur vœu effectivement ce nettoyage manuel, parce que le nettoyage automatisé par des machines détruit pas mal de choses. Donc là, on est vraiment dans un respect de l'environnement. On est dans le respect de l'environnement, principalement sur cette zone qui est classée Natura 2000. Sur les 106 km de plage que compte le département des Landes, jusqu'à fin 2012, 2 km uniquement étaient nettoyés manuellement. Aujourd'hui, le Conseil général a fait davantage d'études, etc., par rapport aux zones Natura 2000, et aujourd'hui, ce sont 12 km qui sont nettoyés manuellement. En sachant qu'il est évident que le prix n'est pas le même. Alors pourquoi on a fait appel à vous? Vous êtes qui d'abord? Alors, nous sommes un établissement et service par le travail, donc ce sont des lots. Alors il faut savoir qu'initialement, le Conseil général avait fait appel à nos services, enfin au service de tout ce qui était du monde du handicap, parce que c'était une action qui était quand même éco-citoyenne et que nous étions dans la démarche éco-citoyenne avec nos ouvriers. Ensuite, la quantité et le nombre de nos ouvriers permet cette action-là, quoi. En fonction de la marée, je vous le disais tout à l'heure, en fonction de la marée, le laps de temps de cette intervention est restreint. Donc nous sommes en mesure de mettre du potentiel humain sur cette opération jusqu'à 25 personnes. Posez la canne et prends une cigarette. Il y a moins de vent ici, on dirait, non? David, vous étiez, c'était quand? Alors le mois dernier, hein, en mars, la dernière opération de ramassage? Oui. Vous avez trouvé quoi, vous? Il y a pas mal de plastique, après bouteilles en verre, filets de pêche, et pas mal de petits déchets aussi. On se met en ligne, et chacun en avance au fur et à mesure pour en récupérer tous les déchets qu'on trouve sur notre passage. Vous, ça vous plaît? Ben oui, ça change un peu, comme dit Jean-Sébastien. C'est plus minutieux, c'est plus... c'est ça. Ça change un peu du travail que nous faisions. Quand vous voyez ces plages toutes salies avec ces canettes, ces bouteilles, ces petits animaux morts, enfin je sais pas, l'impression qu'on trouve de tout. Oh, c'est affligeant de voir ça. C'est vraiment affligeant de voir comme, tout ce qui est jeté là. Mais il faut voir que beaucoup de déchets viennent des bateaux et qui sont ramenés. Oui, c'est ça, oui. C'est pas respecté, c'est pas... Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus surprenant sur les plages qui vous a étonné parmi tous ces déchets? Les seringues On a trouvé des réfrigérateurs, des téléviseurs, on a trouvé des pneus de camions, on a tout type de déchets, quoi, tout ce qu'on peut trouver au quotidien, quoi.
Nous, c'est vraiment quelque chose c'est un contrat que l'on a écrit avec le Conseil général où des rapports sont régulièrement faits. Chaque intervention nécessite un rapport avec une photo témoin par rapport à la plage dans l'état où elle est, quand nous arrivons, par rapport à l'état de la plage lorsque nous partons. Nous avons donc tous les volumes de déchets à comptabiliser, de manière à faire vraiment un relevé comptable. Et derrière aussi, nous avons tous les déchets spécifiques à mentionner. Alors, il faut savoir qu'en fonction des marées, en fonction des mois de l'année, les volumes récoltés ne sont pas les mêmes. L'hiver, la quantité de déchets est multipliée par, on va dire, presque par 10 par rapport aux périodes d'été. Les gens, ils vous remercient de le faire quand ils vous voient travailler? Quand on le fait, ça dépend les non, presque pas, parce que ça dépend des périodes. Alors, quand c'est souvent l'hiver ou bien l'été, souvent ils sont souvent à travail, mais souvent ils viennent pas nous voir. Mais ils nous regardent, ils nous voient, mais ils viennent pas nous voir. J'ai peur d'être embauché. Peur de quoi? D'être embauché. Peur d'être embauché pour devoir faire le boulot. Aujourd'hui, c'est quoi le travail? Moi, je fais aujourd'hui la tondeuse, j'en fais jamais. Pourquoi ils ne vous laissent jamais faire de la tondeuse? Comment? Non, je sais pas. Non, mais ça te plaît? Comment? Ça te plaît quand même? Un petit peu pour changer un peu, oui. Et tu atteins la retraite, toi aussi, Dominique? Oui, j'ai la retraite au mois de juin. J'arrête mon activité. Voilà. Ça va être la belle vie après. Oui. Hein? Et ça fait combien d'années que tu travailles parmi nous? Il y a 40 ans à peu près. À peu près, oui. À peu près 40 ans que je travaille au CAC. Des déchets ramassés, puis triés, puis recyclés, des opérations de nettoyage du littoral landais unique en Europe, nous dit le Conseil général, qui souligne l'effort financier fait par les communes et le département pour ces nettoyages de plages landaises. 18 millions d'euros par an. Voilà ce que ça représente pour les contribuables, notamment. Hugo Verlhomme, quand vous entendez ces travailleurs s'activer sur les plages, est-ce que ça vous encourage dans un projet que vous pensez lancer prochainement, un projet de réseau social, de solidarité peut-être à créer autour de l'océan? Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on a avec un spécialiste du web qui s'appelle Pascal Bouche. Et donc, c'est un site comme il n'en existe pas aujourd'hui, c'est-à-dire transversal, c'est-à-dire tous les gens qui s'intéressent, qui aiment l'océan, sont bienvenus dans ce site qui s'appelle 123océan.com. Qui existe déjà ? Il y a déjà une page, 123océan.com. Et donc, c'est à la fois une espèce de réseau social où les gens peuvent communiquer, créer leur tribu, savoir ce qui se passe dans le domaine qui les intéresse. Aussi, défendre l'océan, on va être évidemment très, très haut dans l'écologie, on va être lanceur d'alerte. Mais ça va aussi être ce qu'on appelle dans le web un marketplace, c'est-à-dire une espèce de caverne d'Alibaba de l'océan, où on pourra trouver des produits, des services, demander un stage, faire de l'emploi, de l'occasion, et énormément de choses, tout sur l'océan, quoi. Des infos et de l'éditorial. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui faisait les infos, justement, qui faisaient la une de l'édition landaise du quotidien Sud-Ouest, là, dans le Pays Basque, à Bayonne, où nous sommes, sur les questions régionales ou locales. Il y a notamment cette nouvelle affiche pour les fêtes de Bayonne 2013 qui fait apparemment polémique. Vous la trouvez comment? Elle a été conçue, dessinée par un Bayonnais, Harry Idoaté, et elle montre en fait la tenue typique des fêtes de Bayonne. Elle est différente, c'est presque conceptuel, on va dire. C'est un matelas non couvert, avec donc le pantalon, le haut et le fameux foulard rouge. Ouais. Alors, elles n'ont même plus besoin d'affiches, les fêtes de Bayonne. Il y a tellement de monde qui vient. Vous y allez? Non. Pourquoi? Trop de monde, je devrais, mais cette fois? Oui, je suis un tout petit peu agoraphobe et moi, c'est dans ces cas-là, je vais à la plage quand il y a moins de monde à la plage. Et du coup, vous quittez aussi les Landes, vous quittez Cap-Breton l'été pour aller vous réfugier à Paris. Vous faites les choses. Non, moi je vais dans le Pays Basque espagnol et dans le Pays Basque français, dans des petits coins tranquilles et magnifiques. On habite une région absolument extraordinaire et plus je la découvre, plus je l'aime. C'est vrai, malgré tout ce que vous nous avez dit pendant 3 quarts d'heure, c'est justement au contraire la preuve que vous l'aimez. C'est un grand cri d'amour.
et qu'il faut y venir, ou vous nous dites, vous étrangers, restez un petit peu loin de vos terres? Pas du tout. La question, c'est pas venir ou pas venir, c'est dans quel état d'esprit on vient, et puis avoir un peu de respect, un petit peu d'attention, d'amour pour les autres et pour l'océan. Venons et tenons-nous bien. Merci beaucoup, Hugo Verlon, d'avoir passé cette heure avec nous. La semaine prochaine, on the road again, pas très loin d'ici, un peu plus au nord, on sera sur la route de Rennes, sur franceculture.fr, à la page de l'émission Sur la route. Vous pouvez télécharger cette émission, nous envoyer également vos messages, vos commentaires et retrouver toutes les adresses et photos liées à cette étape océane. Sur la route a été préparée par Sophie Baubert, réalisée en tandem avec François Test et les équipes de France Bleu Pays Basque. Un grand merci à Frédéric Joly, chef de la technique, et à ses acolytes Pascal Hospital et Serge Moncade pour cette heure d'antenne. Merci aussi à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne route d'ici là. Dans une vingtaine de minutes, le magazine de la rédaction ouvrira une nouvelle page de ce 5 à 7 avec un reportage au Venezuela en cette veille d'élection présidentielle. Retour sur l'une des réformes emblématiques de la révolution bolivarienne. Il est 17h55 sur France Culture et tout de suite, c'est l'heure de l'hebdo des idées. Brice Couturier.